Il m'attend, Marc Dagger, il est là et je vais l'afficher. Bonjour, mon cher Marc. Bonjour Nico. C'est parfait. Alors, c'est la première fois, hein, comme je te l'ai dit, que j'utilise ce logiciel, ce nouveau setup, ce nouveau micro, etc. Je vois que nous sommes accordés aujourd'hui. Oui, j'ai voulu rendre hommage là, donc j'ai mis une chemise un peu bariolée. Alors, je suis très heureux d'avoir avec moi Marc Dagger, qui est un petit peu plus âgé que moi et qui est sur les marchés depuis plus de 25 ans. Moi, ça fait une petite vingtaine d'années. Toi, ça fait bientôt 30 ans que tu surfes, que tu regardes, que tu analyses les marchés. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, Marc? Oui, bien sûr. Déjà, tu commences pas un live en disant que je suis plus âgé que toi. D'abord, sinon je mets plus la chemise. Écoute, moi, ça fait, comme tu l'as dit, 25 ans que je suis sur les marchés. Il y a une particularité quand même chez moi, c'est que je suis arrivé sur les marchés par l'analyse technique, directement. Okay. J'ai baigné dedans tout de suite, un peu comme Obélix avec la potion, si tu veux. Et du coup, j'ai vraiment fait mes armes de ce côté-là. J'ai été formé par quelqu'un comme une sorte de mentor, notamment sur la théorie des vagues d'Elliott, que tu connais, qui est quand même une des théories les plus pointues de l'analyse technique. Voilà. Et donc, depuis 25 ans, j'étudie des graphiques, je mange des graphiques, et je pense vraiment, ça fait 13 ans maintenant que j'ai monté ma structure. Donc, si ça ne fonctionnait pas, je ne serais plus là. Et tu le sais aussi bien que moi, de toute façon, en bourse, il n'y a pas de panacée, hein. On peut faire de l'analyse fondamentale, on peut faire de l'analyse technique, il y aura toujours des fervents, des détracteurs et des bons, des mauvais, des bonnes ou mauvaises analyses, hein. Si quelqu'un pense avoir la martingale en bourse, on sait très bien que c'est impossible. Donc, à partir de là, moi, ce que j'essaye de faire, c'est à travers mon expérience du marché et des graphiques, d'essayer d'établir des scénarios les plus, je vais dire, les plus intelligents possibles, hein, parce qu'après, on ne sait jamais si ça va fonctionner ou pas. Alors Marc, récemment, donc on a repris contact. On s'était croisé il y a quelques années sur les salons de l'analyse technique. On s'était croisé aussi chez DailyFX quand j'étais donc chez FXCM il y a une petite dizaine d'années. Je t'ai recontacté parce que j'aime beaucoup ton travail et ce que tu fais en termes d'analyse technique et de pédagogie. Pour ceux qui ont lu mes newsletters, qui sont abonnés à ma newsletter, vous avez pu voir donc une newsletter rédigée par Marc passée récemment. Et vous pouvez voir aussi régulièrement des petites vidéos ou des écrits que je mets en avant sur mon compte Twitter de Marc sur des concepts. Et alors, je rappelle la règle, hein, on a 10 minutes, ça fait 2 minutes, on t'a présenté. On va peut-être passer sur le concept que tu vas nous présenter aujourd'hui, qui est le concept de l'overlap. Alors, disons, à toi sur l'overlap. Ok. Donc oui, on a choisi un concept technique évidemment ensemble. Donc l'overlap, pour moi, comme c'est marqué en dessous ici, c'est pour moi l'un des niveaux les plus efficaces. Je l'utilise très souvent. Et donc on va essayer de voir ce que c'est. Donc à l'origine, je te parlais des vagues d'Elliott, à l'origine de l'overlap, il y avait la théorie des vagues d'Elliott. Et là, je vous ai mis le schéma pour ceux qui le connaissent de base, donc les 5 vagues de hausse avec les 3 vagues de baisse. Et Elliott disait dans ces 3 règles que la vague 4 ne devait pas enfoncer l'overlap de la vague 1. Ce qui veut dire qu'en fait, pour que le décompte soit valable et finalement, pour maintenir d'une certaine manière, si on veut pousser un petit peu la réflexion, un biais haussier possible, ça peut rejoindre aussi la théorie de dos, etc. On voit que la vague 4, là, tu vois, qui retrace la vague 3, ne doit pas descendre au-dessous de la ligne rouge, qui est le haut de la vague 1. Par la suite, l'overlap est devenu une zone de polarité horizontale, c'est-à-dire un niveau donc horizontal, soit un support qui va devenir résistance une fois qu'on l'aura enfoncé, soit réciproquement un niveau de résistance qui va devenir support une fois qu'on l'aura dépassé. Donc de manière générale, du coup, les overlaps se matérialisent, si tu veux, au niveau du sommet de la vague qui va précéder le mouvement dans lequel on est, quand on est dans une tendance haussière, ou au niveau du dernier creux, de la même manière qui précède le mouvement en cours dans une tendance baissière. Donc je pense qu'on va pouvoir regarder des exemples ensemble, mais oui, si tu as des questions pour préciser, En fait, je voulais préciser le fait qu'on a choisi cela parce que on marie ici différentes méthodologies. Toi, tu fais de l'Elliott. Moi, j'adore la théorie de dos et notamment faire du trend following, donc du suivi de tendance sur les actions les plus haussières de la cote.
Et c'est vrai que très souvent, je vais chercher soit des actions qui sont dans des ranges et qui vont donc casser des niveaux horizontaux qui vont devenir support, soit des valeurs qui enchaînent des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut, et où j'analyse et j'essaye d'inviter nos lecteurs à remonter leur stop de protection au fur et à mesure du mouvement haussier, soit sous le dernier creux, soit sous le niveau d'overlap, c'est-à-dire correspondant au top précédent qu'on vient de casser et qui, théoriquement, doit faire support. Donc, ça permettait ici de montrer aux gens qu'à l'intérieur même de l'analyse technique, alors que moi, je vais faire du trend following et toi des vagues d'Elliott, on a un concept ici de l'overlap du niveau horizontal qui est extrêmement important. Et je voulais rajouter une petite chose, c'est que souvent, on me demande en analyse technique, est-ce que les niveaux horizontaux sont plus importants ou les niveaux obliques sont les plus importants? Si je te pose la question à toi, tu aurais plutôt tendance à dire quoi? Sur ce type de niveau, pour moi, les niveaux horizontaux sont plus forts et on peut l'expliquer. Ouais. En revanche, après, tu sais très bien comme moi que quand on va avoir des pullbacks sur des triangles, des drapeaux, etc., là, pour le coup, on va être sur des niveaux obliques qui, eux aussi, fonctionnent quand même très bien. Voilà. Effectivement, voilà, mais je dirais juste que voilà, le niveau horizontal est le niveau majeur et le plus puissant, et qu'ensuite les obliques sont très pertinentes, mais elles le sont un tout petit peu moins. Et quand on va avoir une oblique qui se marie avec un niveau horizontal, ce sera encore mieux. Voici quelques exemples donc, que tu nous as concoctés pour montrer des exemples d'overlap. Donc là, que nos lecteurs comprennent bien, on est sur un graphique du passé entre 2016 et 2020 sur le Nasdaq Biotechnology Index, donc l'indice des biotech du Nasdaq, le NBI. Et donc, tu nous as trouvé un magnifique exemple d'overlap ici. Oui. Alors là celui-là, bon, évidemment, quand tu m'as demandé de préparer des slides, etc., j'allais prendre des exemples importants et qui marquent bien. Donc, ce que je veux dire en amont, c'est qu'il ne faut pas penser que tous les exemples vont être comme celui-là, qui est quand même particulièrement intéressant. Mais en revanche, on peut trouver des overlaps régulièrement sur beaucoup de graphes, sur beaucoup de valeurs. Et quand on finit par appréhender de la bonne manière la façon dont ça fonctionne, on verra que ça peut donner des points d'intervention très intéressants. Donc ici, comment s'est matérialisé l'overlap? Au niveau des flèches rouges, on avait identifié une zone de résistance importante qui avait arrêté les pulsions haussières pendant un certain temps. Donc on pouvait, pourquoi je dis ça? Parce que tu sais, quand on montre des graphiques d'analyse technique, on montre un graphique passé la plupart du temps. Et les gens se disent, OK, c'est bien gentil, mais comment je fais moi quand je suis dedans? Là, je ne pouvais pas montrer en dynamique, mais on va voir comment on fait justement. Donc une fois qu'on identifie une zone de résistance forte comme ça, et qu'elle est dépassée. Donc, tu vois, à un moment, elle est dépassée. Et très souvent, il faut le rappeler, ça aussi en analyse technique, quand on a des niveaux forts, les cassures ou les dépassements se font très souvent avec une certaine accélération. Donc, soit, comme on le voit ici, sur une cassure avec une bougie derrière avec un gap, soit, comme on l'a vu ce matin pour ceux qui suivent Air Liquide, par exemple, qui est sorti d'un drapeau avec un gap de 5-6%, quand bien même suite à des résultats. Bon. Ici, donc, une fois qu'on a dépassé le niveau, la résistance en rouge, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, on ne va pas être sûr, mais on peut quand même tracer ce niveau parce qu'on est quand même un bon analyste. On se dit, bon, voilà, moi, là, j'ai un niveau de support maintenant qui va être fort. Après, je vais voir, hein, soit les cours seraient partis à la hausse de façon beaucoup plus impulsive, auquel cas l'overlap n'aurait pas été testé, mais là, ça n'a pas été le cas. Dans un premier temps, donc, on voit qu'à chaque fois que les cours recorrigent, ils viennent s'appuyer sur les flèches vertes sur le même niveau. D'accord? Au départ, jusqu'en, je crois, je ne sais plus, je ne vois pas bien la date, jusqu'en septembre, on voit que la théorie de dos est respectée. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Comment on profite de ce genre de choses une fois qu'on l'a identifié? Une fois qu'on l'a identifié, qu'est-ce qu'il faut faire? Je demande parfois lors de mes formations, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez à l'approche de l'overlap, vous achetez quand on touche l'overlap, ou vous achetez une fois qu'on rebondit. On le sait très bien, la chose la plus intelligente à faire, c'est d'acheter sur le rebond, parce que dans ce cas-là, on évite ce qui peut arriver de temps en temps, c'est que l'overlap soit transpercé, et c'est souvent assez violemment. Quand on achète sur le rebond, évidemment, on n'est pas à l'abri d'un bull trap et que derrière, après, on rebondisse un peu et qu'on reparte à la baisse. Mais au moins, on se donne une chance beaucoup plus importante. Et on le sait, l'analyse technique, c'est finalement des probas. Hein. C'est mettre le plus de probas de son côté à travers tout ce qu'on peut avoir appris dans l'analyse technique. Parce qu'on n'aura jamais raison à 100%. Les overlaps, ça fonctionne 7-8 fois sur 10, voire parfois davantage, comme les triangles, les drapeaux, etc. Donc, à chaque fois qu'on rebondit, on peut avoir un point d'entrée intéressant avec un potentiel de hausse qui va être au départ de plus en plus intéressant parce qu'on va marquer des plus hauts de plus en plus haut. On voit, par exemple, lorsque tu as deux flèches vertes successives très proches, évidemment, qu'est-ce qui se passe?
bah, on a acheté sur le rebond, on voit qu'on a une petite correction, mais on ne va pas s'inquiéter. Pourquoi? Parce que quand on a un overlap comme ça, évidemment, le niveau de stop qu'on va placer, il va être sous l'overlap et pas sur l'overlap, puisque l'overlap il est très clair. Voilà. Donc on voit bien que même sur les rebonds, après, si tu veux, une tentative de hausse qui a échoué, eh ben, on est quand même, on reste dans son plan de trading comme on l'a initié au départ. Et tant que l'overlap n'est pas vraiment enfoncé, on ne va pas s'inquiéter ou revendre sa position. Donc là, on voit qu'on a eu de nombreux rebonds sur l'overlap en question. Et à partir du moment où la théorie de dos, puisque toi tu aimes bien ça, et Elliott aimait ça aussi, hein, où la théorie de dos a commencé à s'inverser, c'est-à-dire qu'on n'avait plus des plus hauts de plus en plus haut, on sent que le marché peut faiblir un peu. Et on le voit effectivement que même si on a eu 2 petits rebonds, on a une cassure après de l'overlap. Ce qui est encore intéressant ici, c'est pour ça que j'ai mis ça sur le graphe, c'est ce qu'on appelle la borne de polarité. Souvent, quand on a un niveau fort et qu'il est cassé ou dépassé, il y a une accélération, je vous l'avais dit. Et là, on la voit, l'accélération à la baisse. Donc, si tu veux, on a 2 moyens, nous, en tant que trader, de jouer ça. C'est que acheter sur les rebonds et vendre sur la cassure. Parce qu'on sait que sur la cassure, on a, encore une fois, 7-8 chances sur 10 d'avoir une forte accélération avec ici, effectivement, un potentiel de baisse qui était encore très intéressant. Voilà. Par la suite, l'overlap a à nouveau fonctionné en bande de polarité, une fois qu'on est repassé au-dessus. Et puis, finalement, j'ai arrêté le trait bleu à ce niveau-là, parce qu'aussi, parfois, on me dit, oui, alors, très bien, mais jusqu'à quand ça peut fonctionner? À partir du moment où finalement on a ce qu'on appelle d'abord ici un bear trap, puisque sur la cassure on n'est pas allé très loin, et à nouveau qu'on transperce l'overlap dans les deux sens, bah, comme les bornes de polarité, à partir de ce moment-là, on considère que le niveau devient caduc, et puis on passe à autre chose en fait. On aura profité de cet overlap à peu près 10 reprises, en jouant la hausse 9 fois sur 10, en jouant la baisse pour les plus sportifs, et puis il y a un moment donné voilà, où cet outil on le mettra de côté, on passera sur un autre actif, tout simplement. Oui, et c'est quand même déjà énorme de pouvoir passer si souvent d'un niveau comme ça. Avec un très bon risk-reward, parce que si tu veux, tu achètes vraiment proche de l'overlap, c'est-à-dire proche du niveau clé, et après, tu peux avoir un potentiel qui est parfois, tu vois, vraiment… là, c'était de 10 à 15%, donc on parle de beaux mouvements haussiers. On a le timing qui tourne, il nous reste encore un petit peu de temps pour regarder 2 valeurs qui sont appréciées par les investisseurs. Ici, on passe sur Hermès sur les 25 dernières années, donc on voit à quel point on est sur une valeur, une belle locomotive. Qu'est-ce que tu peux nous dire de son graphique et de l'overlap ici? Oui, alors les 2 graphiques suivants que j'ai sélectionnés sont d'abord parce que c'est des valeurs effectivement populaires, comme on dit, une grosse valeur du CAC et une grosse valeur, comme on le verra tout à l'heure, une très grosse valeur du Nasdaq. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont 2 valeurs, le luxe et ce qu'on appelle les ex-GAFAM, sont des valeurs qui sont quand même dans une tendance haussière très marquée, avec très très peu de zones de correction vraiment importantes, quelles que soient les tempêtes que le marché a traversées. Et là, on le voit, que ce soit la crise du subprime, que ce soit le Covid ou que ce soit… la chute de .com. Bon, alors .com sur les valeurs technologiques, évidemment, c'était plus important que sur le luxe. Là, on voit qu'Hermès est donc inscrit dans une tendance haussière très marquée. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que Hermès montre à quel point les overlaps peuvent être intéressants et comment sur cette valeur, notamment, ça fonctionne. Là, évidemment, les overlaps fonctionnent aussi sur le backtesting. Si tu as une valeur sur laquelle ça marche bien, tu peux être sûr que ça va marcher bien régulièrement. Donc, à chaque fois que je vous ai mis un trait bleu ici, c'est un peu le phénomène que j'appelle de l'escalier. C'est des niveaux de résistance en rouge qui, une fois qu'ils ont été dépassés, à chaque fois, sont venus servir de support au marché. Et on le voit de façon parfois très précise. Tu vois, sur le premier là que tu as, tu vois cette zone de résistance qui a arrêté le marché à plusieurs reprises. Et tu vois comment, une fois qu'on l'a dépassé, on est venu quand même assez scrupuleusement s'appuyer dessus avant de repartir à la hausse. Et ce phénomène-là fonctionne à chaque fois quasiment. Il y a parfois des overlaps qui n'ont pas fonctionné. C'est plutôt dans le sens où on était dans une tendance tellement impulsive qu'on n'est pas revenu finalement corriger un peu derrière une fois qu'on l'a traversé. C'est pour ça que dans la dernière vague que tu as là assez forte, on n'a rien ici parce qu'on voit que Hermès a décidé de monter en ligne droite sans véritablement marquer de correction. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le dernier overlap a fonctionné pour l'instant et que là, pour le coup, on est dans du live. On n'est pas dans l'observation passée. On est dans l'instant présent en se disant, voilà, maintenant, ça, c'est pour les investisseurs de long terme, c'est le niveau clé à surveiller sous lequel on pourra craindre une correction plus importante. Donc, tant qu'Hermès est au-dessus des 1550-1600 €, c'est un boulevard haussier de très long terme. Et on finira donc avec Apple. Voilà, donc sur Apple, on a exactement la même chose qu'on avait tout à l'heure sur Hermès. Une valeur encore très solide,
qui fonctionnent effectivement très bien à la hausse. Et on sait qu'on dit très souvent que ça fait partie des valeurs. Apple dit, voilà, chaque phase de correction est censée être un nouveau niveau intéressant d'achat, puisque comme on le voit, finalement, il n'y a absolument pas de correction majeure vraiment importante, à part, comme je l'ai dit tout à l'heure, logiquement, sur la bulle Internet, forcément sur une valeur technologique. Bon, là, tu le vois de la même façon. Le premier tout en bas, tu vois le nombre de fois où on est venu rebondir dessus avant de repartir. Et puis, par la suite, de façon successive. Alors, parfois, tu vois, le suivant, il n'est pas hyper fort parce qu'on a eu un tout petit retracement de rien du tout. Mais c'est quand même le pullback. Le suivant est beaucoup plus intéressant. Là, pourquoi? Parce que la correction était un peu plus vive. Pourtant, on est venu vraiment, là, si on regardait le graphe en zoomé, on a peut-être, je sais pas, une bonne semaine sur laquelle on a buté sur le niveau sans réussir à l'enfoncer avant de repartir. Voilà, donc là, on l'a vu avec Hermès, on l'a vu là avec Apple. Évidemment, on n'avait pas le temps de présenter 50 slides, mais moi, j'en ai pléthore dans mon escarcelle et je vois que même sur certaines valeurs sur lesquelles on n'a pas ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas, si tu veux, des overlaps empiriques qui fonctionnent à chaque fois. À plus court terme, parfois, on peut en voir arriver, comme j'en ai vu récemment sur LVMH, sur Michelin, sur Renault, etc. Donc ça, sur ces niveaux-là, c'est des niveaux, j'allais dire, très intéressants sur lesquels on peut rentrer, ou alors qui peuvent te donner une conviction un peu plus forte dans la tendance dans laquelle tu te trouves. Tout rebond sur un overlap, pour moi, est un signal de solidité dans un sens ou dans l'autre, à la hausse ou à la baisse, évidemment. Et donc une entrée potentielle sous laquelle on va pouvoir mettre un stop de protection. Comme ça, si l'overlap tient, eh bien, la tendance perdure et la position déroule. Et si l'overlap casse, le stop sera touché et on passera sur une autre configuration. Absolument. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Marc. C'est exercice difficile en si peu de temps, mais c'était très clair pour moi. Et d'ailleurs, on va passer à la revue graphique dans laquelle je vais montrer plusieurs valeurs haussières sur lesquelles on verra notamment des niveaux d'overlap. Merci de ta participation et n'hésite pas à nous publier quelques autres graphiques d'overlap sur Twitter que j'aurai un plaisir à reprendre dans les séances à venir. À bientôt, Marc. Merci, Nicolas. À bientôt. Bonne journée. Alors, nous reprenons le fil